Disparitions mystérieuses, mensonges conjugaux et secrets bien gardés. L'affaire Laure Zachello bouleverse la France depuis plus d'1 an. Une mère de famille aimante disparue sans laisser de traces, un mari au comportement glacial au centre de toutes les interrogations, et un téléphone caché qui pourrait enfin tout faire basculer. Ce dossier troublant, mêlant silence, tension familiale et rebondissement judiciaire, pourrait bien révéler bien plus qu'un simple fait divers. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'enquête avec des révélations inédites et des analyses percutantes. Si vous vous intéressez aux grandes affaires criminelles non résolues et que vous voulez comprendre ce que cache réellement le silence d'Alexis Juret, alors cette enquête est faite pour vous. Regardez maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez notre communauté pour ne rien manquer des prochaines révélations. La vérité est peut-être plus proche qu'on ne le croit. 21 juin 2024. À Urugne, une bourgade tranquille nichée dans les Pyrénées-Atlantiques, la vie suit son cours. Il est à peine 8 heures du matin quand Laure Zachello, infirmière militaire à la retraite et mère de 3 enfants, effectue un geste routinier. Elle dépose ses enfants à l'école comme elle le fait chaque jour, souriante selon certains parents croisés sur le parking, un peu fatiguée mais présente, attentive. Personne n'imagine que ce sera la dernière fois qu'on la verra. Ce même jour, alors que les heures s'égrènent, Laure ne donne plus signe de vie. Elle n'appelle pas son amie qu'elle devait retrouver pour un café dans l'après-midi, ne répond pas aux messages. Très vite, son absence devient inquiétante, sa famille, ses amis et même ses voisins sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas dans ses habitudes de disparaître. Laure est une femme fiable, organisée, protectrice de ses enfants. Son téléphone reste silencieux, inactif. Pas de messages, pas d'appels, comme si elle s'était volatilisée. Les premières recherches s'organisent dans l'urgence. Un signalement est déposé dès la fin de journée. Les gendarmes de la brigade de Bayonne, compétents pour les affaires de personnes disparues, sont mobilisés rapidement. D'autant que la disparition n'a rien de volontaire. Laure n'a emporté ni affaires personnelles, ni documents, ni même ses médicaments. Aucun retrait bancaire suspect. Aucun mouvement sur ses comptes. Aucun témoignage ne vient indiquer qu'elle aurait pris la route. Pas de traces dans les gares, ni à l'aéroport de Biarritz. Et puis, en début de soirée, un rebondissement étrange vient troubler un peu plus l'atmosphère déjà pesante. Alexis Juret, son mari, est retrouvé gisant au sol, inconscient, juste devant le domicile familial. Il présente une blessure nette à l'arrière du crâne, à côté de lui, un parpaing. La scène est figée, presque trop bien ordonnée. Alexis est conduit aux urgences. Lorsqu'il reprend connaissance, il affirme avoir été agressé. Mais il ne se souvient de rien, dit-il. Une amnésie totale, une zone noire, selon ses propres mots. Il prétend être sorti prendre l'air, avoir été frappé par surprise. Mais ses déclarations restent vagues, inconsistantes. Les enquêteurs, eux, sont dubitatifs. Rien ne vient étayer la thèse de l'agression. Aucun témoin ne l'a vu chuter ou être attaqué, aucun cri, aucun bruit suspect. La maison ne présente ni effraction, ni trace de lutte. Les objets sont à leur place. Et surtout, les médecins urgentistes notent que la blessure, bien que réelle, ne semble pas compatible avec une agression brutale. Plutôt une chute provoquée, ou même une simulation mal calculée. Très vite, l'attention des enquêteurs se tourne vers Alexis. D'autant plus que la relation entre les deux époux n'était pas au beau fixe. 1 an plus tôt, le couple avait entamé une procédure de divorce. Une séparation difficile marquée par des tensions croissantes, des conflits récurrents autour des enfants, des finances, de la maison. Laure avait même confié à plusieurs proches qu'elle avait peur de son mari. Elle avait évoqué des pressions, des manipulations, une emprise. Elle voulait recommencer sa vie, s'éloigner, tourner la page. Mais Alexis, selon ses mots, ne l'acceptait pas. Dans ce contexte, la disparition prend un autre visage. Celui du drame conjugal, d'un possible passage à l'acte. Pour la brigade criminelle de Bayonne, il ne s'agit plus seulement de retrouver Laure, mais de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce 21 juin. Le soir même, les gendarmes procèdent aux premières perquisitions. Ils inspectent la maison, le jardin, les alentours, pas de traces de sang, pas de vêtements abandonnés, pas d'armes, rien, un vide qui glace, un silence assourdissant. Le lendemain, un appel à témoins est diffusé dans la presse locale. Les gendarmes invitent de toute personne ayant croisé Laure dans la journée du 21 juin à se manifester. Des fouilles sont organisées dans les bois environnants. Un hélicoptère survole la région. Des plongeurs inspectent les cours d'eau proches, mais aucun indice probant n'émerge. Le mystère s'épaissit. Au fil des jours, les soupçons se cristallisent. Le profil d'Alexis Juret, professeur de mathématiques en apparence irréprochable, ancien réserviste de la gendarmerie, commence à se fissurer. Derrière le visage du mari éploré, certains détectent une froideur, un manque d'émotion troublant. Pendant sa garde à vue, il répond de manière mécanique, refuse de coopérer, ne manifeste aucune volonté de faire avancer les recherches. Un comportement qui étonne, qui inquiète. Face à ce mur de silence, l'enquête s'oriente vers la piste criminelle. Laure Zachello n'a pas fugué, elle n'est pas partie de son plein gré. Quelque chose lui est arrivé.
Reste à savoir quoi, et surtout, qui est responsable. Dans les jours qui suivent la disparition de Laure Zacchello, une évidence s'impose aux enquêteurs. Toutes les pistes ramènent invariablement à un seul homme, Alexis Juret, mari, père, professeur de mathématiques, ancien officier de réserve dans la gendarmerie. Sur le papier, son profil semble irréprochable. Un homme stable, intégré, cultivé, respecté dans le village. Mais l'enquête va peu à peu révéler une toute autre facette de ce mari apparemment sans histoire. Les gendarmes, appuyés par la brigade criminelle de Bayonne, commencent par creuser la vie intime du couple. Très vite, ils découvrent que la séparation en cours entre Laure et Alexis n'était pas seulement difficile. Elle était conflictuelle, explosive. Le climat conjugal s'était considérablement dégradé au fil des mois. Dans les échanges retrouvés sur les messageries privées de Laure, une phrase revient souvent. « Il me fait peur ». Une peur constante, diffuse, que ses proches avaient perçue sans jamais vraiment en saisir l'ampleur. Selon plusieurs témoignages concordants, Alexis ne supportait pas l'idée que Laure puisse reconstruire sa vie. Il aurait mis en place une série de pressions, parfois subtiles, parfois brutales. Blocage des comptes bancaires communs, confiscation des documents d'identité de Laure, changement des mots de passe des outils numériques, une forme de contrôle insidieux, destiné à entraver l'indépendance de son épouse. Laure, de son côté, tentait de rassembler les preuves pour protéger ses droits, notamment dans le cadre de la garde des enfants. Mais il y a pire. Lors des perquisitions effectuées au domicile familial, les enquêteurs découvrent que les carnets intimes de Laure, dans lesquels elle avait consigné ses doutes, ses peurs, ses projets, ont disparu. Pourtant, elle les conservait toujours dans un tiroir fermé à clé dont elle ne se séparait jamais. Pour les enquêteurs, ce détail n'est pas anodin. Il pourrait s'agir d'un acte délibéré visant à faire disparaître des éléments compromettants pour Alexis. Une tentative d'effacer des traces. Lors de sa première audition en garde à vue, Alexis Juret adopte une posture glaçante. Il ne nie pas les tensions dans son couple. Il reconnaît des disputes, mais rejette toute responsabilité. Il parle peu, donne des réponses laconiques et surtout refuse catégoriquement d'envisager une implication dans la disparition de son épouse. Aucun remords, aucun désarroi apparent. Ce mutisme total alarme les enquêteurs. Ils décrivent un homme froid, sans affect, presque robotique. Un comportement en totale contradiction avec ce que l'on attendrait d'un mari confronté à une disparition. Les jours passent et l'absence de Laure devient insupportable pour sa famille. Les enfants, âgés de 7, 9 et 12 ans, sont confiés temporairement aux grands-parents maternels. Les proches de Laure lancent des appels à témoins, organisent de démarches silencieuses et multiplient les interviews dans les médias locaux. Leur douleur est d'autant plus vive que les autorités judiciaires ne peuvent, faute de preuves directes, formellement inculper Alexis Juret pour meurtre ou enlèvement. Mais l'étau judiciaire se resserre. En août 2024, un élément nouveau vient renforcer les soupçons. L'analyse des relevés de bornes téléphoniques montre que le téléphone d'Alexis ne se trouvait pas là où il l'affirme au moment de la disparition. Mieux encore, selon les enquêteurs, son appareil habituel n'a émis aucun signal ce jour-là. Une panne de batterie? Une coïncidence? Peu probable. Les gendarmes suspectent alors qu'il aurait utilisé un autre téléphone dissimulé pour ne pas être géolocalisé. Ce détail sème le doute dans l'esprit du juge d'instruction. Début septembre 2024, Alexis Juret est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Officiellement, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration, une étape cruciale dans l'enquête. Il reste, à ce stade, présumé innocent, mais son incarcération permet aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations sans risque de pression sur les témoins ou d'altération des preuves. Pour beaucoup, c'est une mesure attendue, mais elle n'apporte pas encore la paix, car l'affaire reste marquée par une absence terrible, celle du corps de Laure. Sans preuve matérielle, sans lieu du crime, sans aveu, l'enquête semble condamnée à tourner en rond. Et pourtant, dans l'ombre, un espoir renaît, ce fameux téléphone caché, acheté sous un faux nom dont l'existence va bientôt bouleverser l'enquête. Pendant que les magistrats instruisent le dossier et que la famille de Laure tente de survivre dans l'absence, un élément inattendu vient bousculer l'enquête. En octobre 2024, près de 4 mois après la disparition de l'infirmière, les gendarmes de la section de recherche de Bayonne découvrent l'existence d'un deuxième téléphone portable utilisé par Alexis Juret. Un appareil inconnu de ses proches, acheté en ligne quelques jours avant les faits et enregistré sous un faux nom. C'est en analysant les métadonnées liées à son compte bancaire que les enquêteurs découvrent une transaction suspecte. Un paiement en ligne effectué sur un site de vente d'électronique dont l'adresse de livraison correspond à une boîte postale temporaire située à Hendaye, à une dizaine de kilomètres du domicile familial. Le produit acheté, un smartphone bas de gamme, assez discret, souvent utilisé pour des communications anonymes.
L'acheteur, un certain Alain Journet, inconnu au bataillon, jusqu'à ce qu'on fasse le lien avec une adresse IP appartenant à Alexis Juret. Dès lors, les gendarmes comprennent qu'Alexis a volontairement dissimulé ce téléphone. Et cela change tout. Car s'il a menti sur ce détail essentiel, que cache-t-il d'autre? Le téléphone, que les enquêteurs appellent tout désormais le fantôme, devient la pièce centrale du puzzle. S'il est retrouvé, il pourrait révéler les déplacements précis d'Alexis le jour de la disparition de Laure, ses échanges, ses appels, voire sa présence dans une zone qui contredirait sa version des faits. Les autorités ordonnent immédiatement de nouvelles perquisitions, dans la maison familiale, dans les véhicules, dans les dépendances. Mais l'appareil reste introuvable. Certains redoutent qu'il ait été détruit, jeté à la mer ou enterré dans un lieu isolé. D'autres pensent qu'il pourrait être dissimulé quelque part, précieusement gardé au cas où. Les enquêteurs ne baissent pas les bras. Grâce à une demande d'accès aux données conservées par l'opérateur, ils parviennent à identifier de courts instants où le téléphone s'est brièvement connecté à des antennes relais. Notamment le matin du 21 juin, entre 8h45 et 9h10, soit juste après que Laure ait déposé les enfants à l'école et avant que son téléphone personnel ne cesse toute activité. Le signal du téléphone fantôme rebondit brièvement sur une borne située en périphérie du Rugne, à proximité d'une forêt rarement fréquentée. Un lieu aujourd'hui considéré comme zone rouge par les enquêteurs, mais jamais exploré avec précision jusqu'à présent. Pourquoi Alexis aurait-il eu besoin de ce téléphone ? Était-ce pour communiquer avec une tierce personne, pour organiser un scénario, un plan, ou tout simplement pour ne pas être surveillé par les dispositifs habituels? Ce qui est certain, c'est que l'utilisation de cet appareil n'a rien de fortuit. Elle est délibérée, méthodique, et elle suggère une forme de préméditation. L'existence de ce téléphone relance toute l'enquête. Elle offre une nouvelle perspective, celle d'un mari qui aurait planifié la disparition de sa femme avec soin, loin des regards et des outils de traçage classiques. Les juges autorisent la réquisition de toutes les données téléphoniques autour des antennes activées ce jour-là. Les recherches sont élargies, des drones sont envoyés pour cartographier la zone boisée identifiée. Des chiens pisteurs spécialisés dans la détection de restes humains sont même mobilisés. Mais à ce stade, aucun corps, aucun vêtement, aucun objet appartenant à Laure Zacchello n'est retrouvé. Le mystère reste entier, l'espoir fragile. Pourtant, ce téléphone pourrait à lui seul constituer une pièce maîtresse lors d'un éventuel procès. Même sans le retrouver physiquement, les traces numériques qu'il a laissées, les bornes, les connexions, les horaires, pourraient suffire à démontrer des incohérences dans le récit d'Alexis, des mensonges, des manipulations. Pour les proches de Laure, cette découverte nourrit à la fois l'espoir et la douleur. L'espoir parce qu'un jour, la vérité pourrait enfin éclater. La douleur parce qu'elle confirme leurs craintes les plus sombres. Alexis, l'homme qu'elle avait aimé, avec qui elle avait construit une famille, aurait tout orchestré, en silence, dans l'ombre, avec une froideur clinique. Aujourd'hui encore, le téléphone caché reste introuvable, mais son existence, elle, est bel et bien confirmée, et elle pourrait changer à jamais le cours de cette affaire. Le temps passe, les saisons défilent, un été s'éteint, un autre s'annonce. Et toujours, aucune trace de Laure Zacchello, aucune preuve définitive, aucun aveu, aucun corps. Pour ses proches, c'est un supplice sans fin. 1 an après sa disparition, la douleur est intacte. Elle s'est transformée en une absence lourde, permanente, qui ronge les journées et hante les nuits. Laure n'est ni officiellement morte, ni vivante. Elle est suspendue quelque part entre deux réalités. Et cela rend le deuil impossible. Ses parents, ses amis, et surtout ses enfants, vivent avec un vide insoutenable. Ces 3 petits, désormais confiés à leur famille maternelle, posent des questions que les adultes peinent à formuler. « Elle est où, maman ? Elle va revenir quand ? Est-ce qu'elle est fâchée contre nous ?» Les mots manquent, les réponses sont floues. Comment expliquer l'inexplicable à des enfants en quête d'amour, de stabilité, de repères ? Ils grandissent sans certitude, entourés d'un silence qu'aucun adulte n'ose vraiment briser. Dans ce climat étouffant, la famille de Laure refuse de baisser les bras. Ils écrivent aux médias, aux magistrats, interpellent les politiques. Ils veulent que le nom de Laure ne soit pas oublié, que son visage continue d'apparaître dans les journaux, dans les appels à témoins, dans les esprits. En janvier 2025, une marche blanche est organisée à Bayonne. Plus de 300 personnes, en majorité des femmes, y participent. Elles brandissent des pancartes. Où est Laure ? Nous voulons la vérité. Les victimes n'ont pas à disparaître 2 fois. Ce jour-là, un silence poignant descend sur la ville. Un hommage pudique à une femme disparue dans l'ombre. Mais derrière cet élan de solidarité, une question persiste. Pourquoi la justice semble-t-elle silente ? Pourquoi, malgré tous les éléments à charge, Alexis Juret n'est-il pas formellement inculpé pour meurtre ? Pourquoi le téléphone fantôme n'est-il toujours pas localisé ? La réponse est complexe et frustrante. En l'absence de corps, en l'absence de témoins directs, les magistrats avancent avec prudence. Ils craignent que l'affaire s'effondre au procès, faute de preuves irréfutables.
L'accusation repose sur des indices graves et concordants, mais sans aveu, le risque d'un non-lieu plane toujours. Pourtant, un consensus se dégage peu à peu. Au sein de la communauté judiciaire, chez les experts criminologues, dans l'opinion publique, tout désigne Alexis Juret. Son comportement, son mutisme, ses incohérences, son téléphone secret, sa mise en scène douteuse de l'agression, tous ces éléments, pris un à un, peuvent sembler ambigus. Mais ensemble, ils forment un faisceau troublant, presque accablant. Mais dans le droit français, la présomption d'innocence reste le socle. Et tant que le corps de Laure ne réapparaît pas, tant qu'aucune preuve matérielle directe ne vient établir la réalité d'un homicide, l'affaire restera juridiquement fragile. Cela n'empêche pas les enquêteurs de poursuivre. Discrètement, méthodiquement, ils continuent à rechercher le téléphone. Ils examinent à nouveau les relevés bancaires d'Alexis, ses historiques numériques, ses correspondances. Ils interrogent les anciens collègues, les voisins, les connaissances de Laure. Tout peut encore basculer. Au fil des mois, cette affaire dépasse le cadre d'un simple drame conjugal. Elle devient symbole d'un système judiciaire qui peine parfois à agir sans preuve matérielle. Symbole aussi d'une réalité sociétale douloureuse, celle des femmes victimes de violences psychologiques, piégées dans des relations toxiques, parfois au point d'y perdre la vie. Laure avait exprimé ses craintes. Elle avait cherché de l'aide, mais comme tant d'autres, elle n'avait pas été entendue à temps. En juin 2025, pour marquer l'année écoulée, un documentaire est diffusé sur une chaîne nationale. Il retrace l'affaire Zachelot, donne la parole aux proches, aux enquêteurs, aux experts. À la fin, une voix s'élève, celle de la sœur de Laure. Elle dit, la gorge nouée, « On nous a volé Laure. Elle ne s'est pas envolée. Quelqu'un sait. Quelqu'un a tout fait pour que la vérité reste enfouie. Mais un jour, je le crois, cette vérité surgira. » Et c'est peut-être cela, au fond, qui résume le mieux l'affaire Zachelot. Un cri silencieux, une lutte inlassable, une attente à la fois désespérée et résolue. La vérité n'est pas encore venue, mais elle se rapproche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien compte énormément pour nous et contribue à faire vivre ce travail d'enquête passionné. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire pour partager votre avis, vos hypothèses ou votre ressenti, et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre engagement, vos partages et vos réactions sont essentiels pour faire avancer la discussion autour de ces affaires de trop souvent oubliées. Ensemble, continuons à donner de la voix à celles et ceux qui n'en ont plus. Encore merci et à très vite pour de nouveaux récits poignants, des analyses percutantes et peut-être de nouvelles vérités qui éclateront enfin.